Nous allons à présent aborder les différents modèles économiques possibles liés aux EMR avec Pierre-Étienne Clavran de Green Giraffe Energy Bankers, une société spécialisée dans le financement d'opérations offshore et onshore aussi, mais là nous allons parler de l'offshore, et qui dispose de bureaux en France, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. Pierre-Étienne Clavran, c'est à vous. Bonjour, merci beaucoup. Tout d'abord, je me rends compte que mon domaine de connaissance est beaucoup plus limité que l'enjeu de la conférence plus globalement. Disons que je vais essayer de me concentrer sur peut-être les leçons à retenir de l'évolution de l'éolien offshore ces dernières années, et que peut-être que l'éolien offshore est un peu la belle histoire que toutes les énergies marines renouvelables aimeraient trouver. Alors, moi, je fais partie de la société Green Giraffe Energy Bankers. On fait en gros de la levée de fonds pour des projets d'énergie renouvelable en général, plus particulièrement éolien offshore, éolien et solaire, parce que c'est quand même des technologies plus matures. Donc ces levées de fonds, elles sont en fonds propres et en dette. Et on donne des conseils aussi à un certain nombre d'acteurs de la supply chain pour les aider à faire des offres qui sont acceptables pour des grands consortiums industriels. Rapidement sur l'éolien offshore, à ce jour, 4,6 gigawatts de capacité installée, ça fait beaucoup. Par rapport à peut-être d'autres énergies qu'on considère dans les énergies marines renouvelables. 6 gigawatts sont en construction, donc on voit à quelle vitesse ça augmente. Et on imagine quelques 17 gigawatts aujourd'hui déjà qui ont reçu tous leurs permis et autorisations à travers l'Europe. Grosso modo, on imagine donc qu'il va falloir 80 milliards d'euros dans les 10 prochaines années. Donc voilà, ce que je vais essayer de traiter, c'est un petit peu comment on en est arrivé là et comment on trouve un peu aussi des sommes aussi colossales pour développer ces énergies marines. Voilà, moi je suis un peu l'élément prosaïque des présentations, c'est tout ce qui est autour de l'argent, donc j'espère que vous m'en excuserez. La première partie que je vais traiter, c'est le contexte réglementaire. Le contexte réglementaire, il est nécessaire, ces énergies ne sont pas viables économiquement, et donc il est important d'avoir un contexte juridique stable et économiquement viable pour arriver à les développer, sinon pas d'argent, pas de projet. L'essentiel peut-être que les personnes qui sont dans cette salle ici se posent la question de comment on monte non seulement des projets d'énergie renouvelable marine, mais aussi comment on monte une filière. Monter une filière, ça nécessite une politique de support, de soutien financier des énergies renouvelables qui est visible, qui est stable, qui est prédictible dans le temps. Et on peut regarder un peu les grands gagnants de l'éolien offshore à ce jour, qui est le Danemark. Le Danemark a commencé dans les années 90 de manière même assez spontanée par un certain nombre d'acteurs industriels. Et aujourd'hui, oui, c'est les grands gagnants. Donc, Vestas, Siemens, Bladt, autant de grands noms qui sont partout dans l'industrie, avec des appels d'offres récurrents, un pipeline qui a été alimenté depuis 20 ans. Et c'est comme ça un peu qu'on développe une filière. Dans un autre style, mais toujours dans les appels d'offres, les Pays-Bas qui ont été assez précurseurs sur le sujet ont fait des différents appels d'offres. Un pipeline un peu plus limité, mais quand même quelques acteurs connus. Ça a commencé assez tôt dans les années 2000 où les premières allocations de fonds ont été faites. Donc c'est qui permettent toujours donc, de développer un peu cette supply chain. Il y a un certain nombre d'acteurs assez connus comme Van Oord qui ont pu voir le jour. Sachant que la Hollande on connaît la mer, on va dire, et les industries marines, c'est un développement logique pour le type d'industrie qu'ils ont. Le Royaume-Uni, qui a commencé très tôt, qui est peut-être un des leaders dans le développement des énergies renouvelables, qui a
pas forcément réussi complètement à installer une grosse supply chain offshore à ce jour, même s'ils ont des grands champions comme Centrica. Ensuite, on remarque aussi que l'Allemagne s'y est mis par exemple très tard, mais bon, les capacités de supply chain de l'Allemagne sont vraiment très fortes par rapport à l'ensemble des pays européens. Et ils ont un pipeline très identifié. On voit aujourd'hui qu'il y a des ralentissements liés à des problématiques légales. Donc, comme je le disais un peu avant, c'est vraiment important d'avoir ce soutien financier des États, mais aussi un cadre légal clair, un cadre légal stable. Et que dès que des petites anicroches de style se passent, d'un seul coup, toute une industrie s'arrête et regarde comment les choses vont se résoudre, ce qui est bien sûr le plus mauvais peut-être pour le développement d'un secteur. La Belgique, elle aussi, a choisi un système avec des certificats verts qui sont obtenables dès lors qu'on a obtenu les permis de construction et de concession dans une zone donnée. Un pipeline très identifié avec un certain nombre de champions tels que DEME, tels que Smulders. Et puis, il y a la France, on s'y est mis tôt, mais on a un peu passé à côté d'un tarif raisonnable. Pas de tarif, pas de projet. Donc, on a attendu. Il y avait des projets permittés qui attendent. Et on a dû attendre ce nouvel appel d'offres l'année dernière pour arriver à se mettre à développer l'éolien offshore et à développer la supply chain. Donc on voit Alstom, Technip qui s'y mettent. Areva s'était mis avant en partant de l'Allemagne. Mais donc la conclusion de tout ça, c'est grosso modo, il est nécessaire d'un cadre juridique stable, d'argent pour faire marcher les projets. Et pour les acteurs du secteur, soit un cadre juridique prédictible sur ce qui va se passer l'année prochaine, ou alors une grande confiance des acteurs industriels dans la capacité d'un gouvernement à mettre en place, quand il le faut, des mécanismes de soutien financier. Ça arrive plus dans les pays nordiques que dans les pays latins, on va dire, mais c'est quand même à noter. Ça, c'est la première partie de cette présentation. La seconde partie va plus être tournée sur comment est-ce qu'on va lever ces 80 milliards en 10 ans et comment jusqu'ici on a levé les dizaines de milliards pour les projets précédents. Tout d'abord, on va lever des fonds propres. On va lever des fonds propres avec ce qu'on appelle les utilities, qui sont donc les acteurs énergétiques naturels, ceux qui vont prendre plus de risques que les autres acteurs financiers, parce qu'ils comprennent les risques tout simplement. Je dirais que par rapport au développement des autres énergies marines aujourd'hui, c'est des personnes qui interviennent de manière épisodique sur le développement des prototypes. Pour qu'ils interviennent vraiment, il faut un peu du volume, donc il faut qu'il y ait une masse critique qui soit atteinte. Néanmoins, c'est quand même les personnes qui vont entrer dans le secteur les premiers et qui vont les premiers aider le développement d'une supply chain à un niveau, avec une certaine masse critique. Une fois que ces personnes-là sont entrées dans le secteur, elles ont beaucoup d'argent, elles ont les poches pleines, comme on dit, mais elles aussi rencontrent, quand on parle des 80 milliards à venir pour l'éolien offshore, elles aussi, elles rencontrent des problèmes de liquidité. Personne ne peut sortir cet argent-là. Donc, ils cherchent d'autres personnes autour d'eux qui vont être capables de un peu recycler l'argent qu'eux-mêmes ont investi. Et c'est là qu'interviennent les fonds d'infrastructure, les fonds de pension, les instituts de private equity qui vont souvent racheter avec un risque diminué. Donc, une fois que les projets sont opérationnels, une partie des projets. Et donc par là même redonner de l'argent aux utilities qui, eux, vont pouvoir investir dans des nouveaux projets. Quand une technologie comme l'éolien offshore devient mature, on voit même certains de ces acteurs passer directement dans l'investissement qu'on dit greenfield, donc des projets nouveaux. C'est un peu ce phénomène-là qui est intéressant d'un point de vue descriptif, pour toutes les personnes qui rentreront dans ces nouvelles énergies marines, essayer de dire, voilà, je suis le premier à y aller, je mets de l'argent,
mais je peux trouver facilement d'autres personnes qui, pour un risque amoindri, veulent diversifier leur portefeuille d'investissement. Et avec l'argent récolté nouveau et la marge, je vous laisse croire qu'ils ne font pas ça exactement qu'en des termes humanistes, ils procèdent aux nouveaux projets, ils recyclent leur capital. Donc, bon, je ne vais pas du tout développer ces slides-là, mais il y a un certain nombre de différents acteurs et de transactions, et je les ai mises ici pour ceux que ça intéresse, qui pourront les lire plus tard, je suppose. Il n'existe pas que le financement par les fonds propres, il existe le financement par la dette, et l'arrivée des banques dans le secteur des énergies renouvelables et en particulier de l'éolien offshore a permis là aussi un certain nombre de projets de se faire à l'industrie de se développer. Bon gré mal gré, les crises passent, mais le secteur reste, les conditions changent, mais l'argent est toujours là, au moins pour les bons projets. Et c'est un peu ce qu'il faut qu'une filière qui naît ait en tête. C'est-à-dire que un certain nombre de banquiers vont venir pleurer à qui veut bien l'entendre qu'il n'y a plus d'argent, que les temps sont difficiles. Mais il y a toujours de l'argent pour les bons projets. Et si on est bien préparé, on en trouve. Donc, dans des moments même difficiles, dans les crises financières et autres, les premiers projets éoliens offshore se sont faits avec un nombre limité de personnes qui comprenaient mieux que les autres ce qui se passait, avec, encore une fois, un cadre juridique plus clair dans certains pays, en Hollande, en Belgique, en Angleterre. Sur la base aussi et c'est très important pour les personnes qui vont, encore une fois, développer ces nouveaux secteurs, les banques investissent sur la base d'une étude de risque extrêmement complète, sur la base de ce qu'on appelle les due diligence extrêmement approfondies, une discipline de l'étude des risques de construction, des interfaces, des risques d'exploitation long terme, des risques réglementaires, des risques potentiellement de marché qui existent à différents niveaux, et des risques d'approvisionnement de la supply chain. Ce qu'on peut dire en éolien offshore, et c'est notable parce qu'il y a eu aussi malheureusement des échecs, c'est mauvais pour toute l'industrie, mais il y a eu des gros échecs en éolien offshore, c'est que tous les projets qui ont été financés par des banques finalement ont été construits dans le budget et dans les temps qui leur avaient été impartis. Et donc, il existe une discipline de risque qui est imposée par certains partenaires financiers, qui est insupportable avant d'avoir levé les fonds, mais qui porte ses fruits, donc qui paye à terme. Encore une fois, des transactions qui ont été faites, dans lesquelles la plupart, Green Giraffe a été impliqué, je le glisse au passage. Donc, en pleine crise financière, mais en 2010, on a quand même réussi à faire 4 milliards de financements. Il y a une trentaine de banques qui aujourd'hui sont disponibles pour faire des financements de ce type, demain pour d'autres secteurs des énergies renouvelables marines. Des transactions même en 2012 où encore on entend des personnes qui disent que c'est fini, que la crise financière a tout bloqué, mais c'est faux, ça se passe encore. Et donc voilà, je mets à la toute fin un petit peu une sorte de description de cette étude de risque qui est demandée par les banques, parce qu'aujourd'hui, on est peut-être à un stade plus préalable par rapport aux énergies marines renouvelables. Mais demain, c'est l'exercice que toutes les personnes qui veulent développer des énergies auxquelles ils vont devoir se confronter. C'est cette étude de risque qui est nécessaire pour les banques. Et notamment, peut-être cette dernière liste qui explique ce que les banques prendront, ce qu'elles ne prendront pas. Notamment, les risques de permis ne sont jamais prenables par une personne, une institution financière, mais les risques de chargement réglementaire, oui. Des choses qui sont importantes à savoir pour savoir comment préparer son projet et à la fin, donc, comment lever des fonds. Je vous remercie. Je ne sais pas si je fais plus vite ou moins vite. C'est parfait. Merci Pierre-Étienne Clavran.